Bonjour à tous, c'est Stanley Torvik et bienvenue dans votre podcast Créatures sauvages. Créatures sauvages, c'est le podcast où la parole ne demande plus la permission pour exister. Et dans la vie, il y a des moments où créer devient difficile, où la parole se bloque, où le bruit autour prend trop de place, où l'on finit par se perdre un peu soi-même. Thioma, qui est l'invité de ce tout nouveau numéro, a connu ça. Pris dans une mécanique qui demande toujours plus vite, il s'est éloigné de ce qui faisait sens au départ, la musique, le lien, l'envie simple de raconter, de transmettre des émotions, une histoire. Alors il a fait un pas de côté, il a ralenti, il s'est retiré dans les Landes, son territoire natal, guitare à la main pour se retrouver, et puis surtout, je dirais, pour se réparer. De cette traversée en un album du nom Thérapie, un projet pensé comme un espace sincère, fragile parfois, mais profondément humain, ressourçant, un disque qui parle de doute, de solitude, de santé mentale, mais aussi de ce besoin vital de rester fidèle à soi-même. Dans cet épisode des Créatures sauvages, on prend le temps, on ralentit le temps, j'ai envie de dire, on écoute ce qui se dit entre les mots, ce qui tremble un peu, ce qui cherche encore. Une conversation enregistrée une nouvelle fois à la cantine de la Cigale à Paris, un endroit vivant, à l'image de cet échange et de ce tout nouveau départ qu'il s'offre à lui et qu'il partage avec nous. Bonjour Thioma. Salut Stanley. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette interview et d'être là avec moi. Ton album est une véritable thérapie, pas seulement par son nom, mais parce qu'en 42 minutes, on sillonne des paysages intérieurs profonds. Tu nous invites sur ton divan, on assiste avec toi à l'introspection progressive de tes tréfonds, entre mélodies légères et textes forts. Tu nous emmènes dans un au-delà réconfortant, une bulle lunaire, non par naïveté, mais par cette capacité à éclairer les douleurs de l'âme. En soignant tes plaies, tu mets en lumière les nôtres, en nous invitant nous aussi à les considérer et à les soigner. On se reconnaît dans quasiment presque toutes tes chansons, que ce soit à travers le changement de nom sur le téléphone pour pas qu'on nous pose trop de questions, dans aussi cette vie en coloc et puis plus largement sur le mal-être dans ce monde un peu cassé. Du coup, c'est une question que je pose un peu à tout le monde quand je les rencontre, mais parce que c'est vrai qu'on se pose même entre amis assez peu cette question. Comment tu te sens toi aujourd'hui Waouh, merci beaucoup déjà pour tous ces mots, ça fait très très plaisir. Comment je me sens? Ça va super bien. Ça va super bien. Je suis très heureux de partager cet album et je me sens porté par les retours que j'en ai, et peut-être qu'on en parlera après, le concert qu'on a fait à Paris pour le célébrer. Donc très très heureux. Ouais, c'est comme si l'aboutissement de ces 2 ans d'introspection et de travail me portait actuellement et j'ai vraiment reconnaissant de tout ce qui m'arrive. On rentre directement dans le travail que tu as proposé. Dans tes commentaires YouTube, que j'ai pas mal lu parce que tu prends beaucoup le temps de répondre finalement à chaque commentaire, tu parles ouvertement du début de ta thérapie. Quel était le bruit, ou plutôt peut-être le silence aussi, de trop qui a servi comme déclic? Alors, dans l'album, je parle d'amour. J'ai rencontré une fille avec qui j'ai eu ma plus longue relation, ma première vraie histoire forte, disons. Et le déclic, ça a été en 2 étapes. Ça a été la séparation avec mon label, qui a été assez dure. C'est grâce à eux que j'ai commencé la musique, c'est grâce à eux que j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses. Et la 2e étape, ça a été la séparation de cette relation. Et où là, d'avoir accumulé les deux, je me suis dit, bon, il y a sûrement du travail à faire sur tout ça. Pour bien vivre ces 2 séparations, ça me restait beaucoup en tête et j'avais un peu du mal à avancer. Donc je me disais, pour bien reconstruire la suite et pour bien vivre les choses, je pense qu'il faut que j'aille me faire aider. Je sentais ce mal-être qui partait pas tout seul. Et je me suis dit, allez, c'est le moment. Et ce qui est marrant, c'est que ça correspondait à la sortie de ma première chanson de thérapie. J'ai sorti là, il y a maintenant, ça doit faire 7 mois, quelque chose comme ça. Donc j'ai sorti ma première chanson de thérapie et j'ai commencé la thérapie 1 semaine après, quoi. Donc voilà, les étoiles se sont alignées et ce projet m'a amené vers cette thérapie. Les 2 séparations finalement avec le label et ta copine, c'est des séparations subies ou... Oui, c'est des séparations
D'un côté subi et d'un côté voulu. C'est-à-dire que j'ai fait le choix de partir, mais subi parce que je ne me sentais plus à ma place. Donc on aimerait changer les gens, changer les situations, c'est pas possible. Donc j'ai dû partir et à contre-cœur. Et c'est ce qui était dur dans ces 2 séparations, c'est partir parce qu'il faudrait, même s'il y a le cœur qui est encore là. Voilà. Et donc j'ai dû faire du tri émotionnel dans tout ça pour mieux avancer. En fait, du coup, dans combien de fois tu parles vraiment justement de cette obsession, de cet amour profond, de cette passion qui nous enferme, qui nous emprisonne, mais finalement tu en ressors un peu vainqueur quelque part. Et comment est-ce que tu as réussi à détecter le moment où cette passion est devenue trop destructrice pour prendre un peu de recul et te dire là en fait ça va peut-être un peu trop loin? En fait c'est assez simple, c'est que j'écoutais juste mon horloge interne et à un moment j'étais malheureux. J'étais malheureux parce que j'avais pas assez le temps de créer, pas assez le temps de progresser dans mon art, donc j'en étais pas fier. Donc au moment de le pousser, j'en avais pas l'envie, donc je me forçais à le pousser. Et quand on commence à se forcer à faire les choses, on n'est plus dans le plaisir. Et c'est là où on se dit, j'ai tout fait, je suis pas heureux, donc il y a quelque chose qui va pas. Et c'est ce que je dis dans la chanson, je dis combien de fois j'ai tout fait pour m'y plaire, combien de fois j'ai fait le nécessaire. Et en fait, je me basais trop sur les statistiques, parce que c'est un métier qui dépend quand même beaucoup de ça. Voilà, il y a une réalité. Et j'étais tellement dans ça que j'en venais à quasi plus parler de musique et à parler de pourquoi je faisais les choses, à parler d'émotions. Je me sentais emprisonné dans les chiffres, donc j'ai quitté tout ça et je me suis dit j'ai envie de faire au moins un projet, même si tout doit s'arrêter, un projet qui musicalement et introspectivement me ressemble et me ressemblera comme une photo. Comme un portrait de Comme une photo, ouais, voilà, une photo, un portrait, un instant. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et là, j'ai encore ces quelques démons qui peuvent être là par moment. Je me dis, les chiffres, ils sont peut-être pas énormes et tout ça. Mais en fait, j'ai quand même cette fierté musicale et artistique de l'avoir fait avec des bonnes personnes, de l'avoir fait seul. Voilà, donc j'ai encore ces petits démons, mais qui sont bien moins importants qu'avant, où j'aimerais faire des chiffres, j'aimerais pouvoir tourner avec. Donc pour tourner, pour convaincre des tourneurs, il faut qu'il y ait des résultats. Et donc le milieu de la musique fonctionne par les chiffres à un certain moment. Mais voilà, là on prend le temps de faire un podcast, je peux en parler, en être fier et peu importe ce que ça donne après, là je suis heureux de le pousser d'une bonne manière. Voilà. Ton album justement il est ponctué d'interludes parlés, loin du théâtre artistique, loin des studios d'enregistrement, on reprend plusieurs fois la chanson pour que ce soit la bonne prise. Et justement dans les voix, il y a les moments de vérité, il y a les moments bruts. Qui sont ces personnes qui sont sur ces voix justement, notamment la dernière chanson? C'est ton père, ton papa? C'est mon grand-père. Ok. C'est mon grand-père. Pendant tout l'album, j'aimais bien avoir des discussions sur certains sujets avec mes amis, famille, et des fois j'enregistrais. Certains bouts, et c'est ce qu'il y a dans la chanson Chacun chez soi. J'enregistre mes amis quand on parlait de comment vous vivez le fait qu'on se voit moins. C'était pendant la période où j'avais beaucoup de tournées et beaucoup de concerts et j'arrivais vraiment même pas à leur répondre par message, quoi. Et donc c'est là où on entend le vocal d'un ami. Dans la chanson avec mon grand-père, je suis allé chez lui, j'ai dit viens on écrit une chanson, ça n'a pas marché. Donc je me suis dit je vais juste discuter puisque ça on sait le faire. J'ai posé mon téléphone et après j'ai utilisé ça. J'ai essayé de passer par le vrai en fait, des discussions, même dans mes émotions et dans les thèmes de l'album, c'est moi, c'est ce que j'ai traversé, quoi. C'est là où encore maintenant j'arrive à l'écouter, c'est que ces émotions je les ai traversées, c'est sans mensonge. Ça a été moi à l'âge de 25 ans, quoi. Il a été facile pour toi de te faire des amis dans ta vie? Dans ma vie, j'ai la chance d'avoir rencontré mon meilleur ami au collège. Et ce meilleur ami est lui très extraverti. Et il m'a fait rencontrer plein de gens qui font partie maintenant de mes meilleurs amis, mon groupe vers chez moi. Et je pense que sans lui, j'avais pas forcément d'amis déjà avant lui. Je m'entendais bien avec les gens, mais j'avais pas
d'amitié forte, de gens que je voyais chez moi, que j'invitais ou j'allais chez eux. Donc je dirais que j'ai de la chance d'avoir rencontré les gens que j'ai rencontrés, même pour cet album. Mais que c'est jamais facile de se faire des amis quand on arrive dans un lieu. Moi je suis arrivé à Paris, j'avais envie de rencontrer des musiciens. Pendant 1 an j'en ai pas rencontré alors que j'essayais et d'un coup j'ai rencontré une personne qui m'a fait rencontrer une personne et ça s'est fait. Donc j'estime que les rencontres c'est des chances quand même. Et après il faut savoir les garder, les entretenir et garder ses amitiés et ses liens quoi. Et comment on entretient une amitié justement ? Comment on entretient une amitié en prenant des nouvelles, en essayant de voir les gens dans la vraie vie assez régulièrement et en disant qu'on les aime et pourquoi on les aime. Moi j'aime bien faire ça aux anniversaires, pas juste envoyer un joyeux anniversaire mais rappeler tout ce que j'aime chez la personne. Et voilà, c'est ça. J'ai essayé de passer un maximum de moments avec. Et c'est justement ces amis-là qui étaient autour de toi pour le projet ? Ouais. Parce que finalement, quand on regarde un clip ou même quand on regarde, il y a énormément de personnes que tu cites. Ouais. Comment toutes ces rencontres se sont faites ? Déjà, j'ai la chance d'avoir un noyau de mes amis vers chez moi qui se sont mis à la vidéo ou avaient déjà un petit pied dans la direction artistique. J'ai un ami qui m'aide beaucoup sur toute la direction artistique qui s'appelle Maxime et qui lui adore ça. Mais c'est pas forcément son métier, mais il adore ça. Il a monté sa marque de vêtements, donc il m'aide sur tout plein d'aspects artistiques. Mon meilleur ami du coup dont je parle, dont on a parlé juste avant, il s'est lancé dans la vidéo quand on était à Paris en coloc ensemble. Il a quitté son job et il s'est lancé dans la vidéo. Et après, j'ai rencontré une personne qui m'a fait rencontrer une personne et il y a un noyau qui a eu lieu. Il y avait une soirée en particulier à ma coloc à Paris où il y avait genre 10 personnes. On était 10 et ce noyau-là, on a eu une sorte de coup de cœur et ça a créé une team. Et voilà, et après des gens se sont ajoutés. Mais il y a comme un noyau de bonheur et de blagues qui marchent il y a une énergie positive de base. Et dès qu'il y a des gens qui s'intègrent à ça, soit ils y arrivent et ça intègre le truc facilement, soit ça ne matche pas trop. Et du coup, il y a un côté meute qui peut s'agrandir ou non, qui est incroyable. Et c'est ça me porte aussi beaucoup à pousser tout ce projet. Et récemment, tu as fait ta première boule noire en solo. Ouais. Après avoir finalement été si intime en studio, parce que j'étais beaucoup livré sur énormément de sujets, comment est-ce que ça a été de livrer tes chansons pour la première fois sur scène avec ton public ? C'était fou. Déjà, je suis arrivé sur scène, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Une émotion que j'avais jamais ressentie Pourtant, t'en as fait des dates. Ouais, mais c'était la meilleure de toutes confondues parce que pour ce qu'elle symbolisait, pour tout le chemin qu'il y avait derrière, le flip de pas remplir la date, j'ai investi, j'ai produit moi-même le truc, donc ça fait quand même beaucoup d'argent à sortir. C'est des dates où on perd de l'argent même si elles sont complètes. Donc on flippe quand elles le sont pas parce qu'on en perd encore plus. Donc la fierté de toute cette aventure, tous les gens que j'aime dans la salle. Je vois cette salle remplie et je craque. J'avais un sentiment de fierté, de force, de joie. Je me rappelais de tous les moments qui étaient durs où je me disais franchement pourquoi je fais tout ça, à quoi bon être seul Et c'était extraordinaire. Vraiment, j'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Et après, tout tremblotant, je suis allé vers ma guitare, j'ai essayé de la brancher, ça a duré 20 minutes, j'ai dû me mettre un petit peu dedans. Et la date était extraordinaire. Et encore maintenant, ça me donne qu'une envie, c'est de continuer pour aller cueillir des moments comme ça à nouveau. Mais avant cette date à la boule noire, j'ai vu que Thérapie, c'était aussi un documentaire. Ouais. Absolument. Et comment ça... Enfin, parce que du coup, je ne l'ai pas du tout vu. Ouais. J'ai essayé de chercher absolument partout comment je pouvais le voir. J'ai vu que tu avais fait une petite tournée dans des ciné près de chez toi, dans les Landes. Ouais. Et comment il était perçu... Enfin, déjà, qu'est-ce que tu racontes dans le documentaire et comment est-ce qu'il a été perçu par ceux qui l'ont vu ? Alors, l'idée avec ce documentaire, c'était de faire d'expliquer et de montrer les gens qui ont travaillé sur cet album et comment on l'a fait et où on l'a fait. Donc on nous voit rigoler, on nous voit enregistrer des trucs, on nous voit
J'ai même fait une narration où j'explique un petit peu les processus de l'indépendance, quoi. Tout ce qu'il faut se poser comme question, les parties agréables, les parties désagréables. C'est vrai finalement, on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'artistes indés, mais on n'a pas forcément l'impression aussi. On ne comprend pas vraiment ce qui cache ce mot indépendant. Oui. Et toi qui pour le coup l'a clairement vu, parce que tu as été en label et maintenant tu es en indé, comment est-ce que tu le vis finalement ce passage en indé? Effectivement, je me suis pas dit je pars de mon label et je me lance en indé. Je me suis dit je pars de mon label parce que je suis malheureux, donc il faut que je comprenne pourquoi, mais là je veux plus faire ça, quoi. Et après je me suis posé, je me suis dit bon, j'adore faire de la musique, ok, j'ai quand même envie d'aller au bout de cet album, et l'envie est revenue petit à petit et je me suis dit pour le sortir il faut monter un label, et c'est comme ça en fait. À la base la volonté c'est de faire de la musique, et donc c'était pas voulu, et ce que ça cache ça dépend de tous les artistes, parce que donc moi je suis indépendant mais j'ai la chance d'avoir un éditeur. Il y en a qui sont indépendants, qui n'ont pas d'éditeur. Je cherche un tourneur, c'est-à-dire quelqu'un qui va me faire des concerts. Et un éditeur, du coup, qu'est-ce que c'est concrètement un éditeur? Un éditeur, il est censé protéger les œuvres, il est censé nous présenter et nous connecter au milieu de la musique, à tout plein d'acteurs. Il peut me présenter des producteurs, il peut présenter des artistes pour qui je pourrais écrire. Et il y a aussi du budget qu'on peut mettre pour le marketing. Par exemple, là, si on fait un podcast actuellement, c'est parce que j'avais un budget grâce à l'éditeur qui était alloué à la promotion de mon disque. Voilà. Donc indépendant, ça veut dire normalement qu'on n'a pas de label ou qu'on n'est pas rattaché à une grosse maison de disques. Voilà, donc moi j'ai monté mon propre label, mais ça fait que je suis indépendant. C'est-à-dire que je choisis les musiques quand je les fais, quand je les sors, et les clips quand je les fais, quand je les sors. Et pareil pour si je fais des vinyles, si j'en fais pas, combien j'en fais, à combien je les mets en vente. Voilà, c'est ça l'indépendance, sur la décision artistique. Voilà. Mais j'ai un manager, il y en a qui n'ont pas de manager, moi j'ai un manager. Et voilà, il y a Zao de Sagazan, c'est une artiste indépendante, je crois qu'elle n'a pas de label, en tout cas quand elle s'est développée elle n'en avait pas, et elle avait un tourneur et de l'édition, et ça c'est devenu très très gros, voilà. Donc ça veut tout et rien dire l'indépendance, dans mon cas ça a été la difficulté de trouver des finances pour faire le projet et de comprendre toute la paperasse et tout ce qu'il y a derrière pour qu'un projet aboutisse. Ouais, voilà, pas perdre trop d'argent, puisque en gagner c'est très très dur avant que ça perce. Donc c'est pas en perdre trop, faire les choses intelligemment, et toujours maintenir de l'activité. Parce que justement tu disais tout à l'heure que ta boule noire était complète, ouais. Et pour autant c'est déficitaire cette date. Qu'est-ce qui explique que c'est déficitaire? La location de la salle? C'est tout simple. La location de la salle coûte environ 2 000 €. Okay. Et il faut compter environ 1 500 € pour payer les gens qui y travaillent. Sachant que moi sur la date, il y a plusieurs personnes qui sont venues aider pendant la journée et que j'ai pas forcément rémunéré. Des gens qui m'ont aidé sur tout simplement vendre le merch ou des choses comme ça. Enfin bref, pour pas me perdre dans la question. Il y a quand même beaucoup d'amis qui sont venus t'aider. Ouais, proches. En fait, c'est assez simple, c'est qu'on serait rentable si on payait pas les gens. Parce que la location de la salle coûte beaucoup de sous. Les billets remboursent la salle et une partie du paiement des gens. Elle serait rentable si je faisais un guitare-voix et que je venais pas avec mon équipe en fait. Là, ça serait à l'équilibre. Ce serait pas rentable, ça serait à l'équilibre. Voilà, donc si on veut ajouter des musiciens, ça c'est des trucs en plus. Mais après c'est pareil pour les gros artistes qui font en Bercy par exemple. S'ils veulent le moins de trucs en plus, un écran LED, des flammes ou quoi, c'est tous ces ajouts là qui font exploser le budget. Totalement. Si on mettait l'artiste seul sur scène à Bercy, je pense que ce serait rentable. Et il y a le budget com autour, etc. Voilà, il y a tout ça. Et ça te plaît finalement de couvrir cette autre partie-là? Parce que quand tu étais en label, je pense que c'était peut-être moins... Enfin, peut-être tu pouvais participer éventuellement à une partie de la DA, mais là pour le coup tu es au total chef. Et ça te plaît de découvrir cette partie-là aussi de la musique? J'adore et je pense que c'est nécessaire. J'ai eu la chance de commencer la musique en ayant déjà tout l'encadrement possible, label, édition, tournée. Parce que toi pour le coup, t'es passé de petites vidéos chez toi à gros label. Exactement. Et donc c'était formateur forcément, mais je me connaissais pas assez sur certains aspects. C'était peut-être trop tôt pour toi à ce moment-là? C'était trop tôt, sauf que
Sauf que je voulais pas forcément faire, au moment où j'ai été contacté pour mon label, je voulais pas forcément faire de la musique mon métier. Donc si je m'étais pas embarqué dans cette aventure, je sais même pas si j'aurais continué les vidéos ou quoi. C'est ça qui. Donc j'ai pris goût à ce métier en y étant. Il y a aussi plein de choses qui me convenaient pas. Voilà, c'est hyper dur d'être fier de sa musique. Il faut beaucoup de temps en fait pour se connaître soi. Quand on a 20 ans déjà, entre 20 et 25 ans, on change beaucoup. De 25 à 30, on continue de se découvrir. Artistiquement, moi, dans un métier que je connaissais pas, c'était un vrai tourbillon de plein de choses. Donc, je sais plus quelle était la question. Mais est-ce que c'était trop tôt Oui, je pense que c'était trop tôt. Oui, c'était ça. C'est que l'indépendance et le fait de toucher à tout maintenant me permet de mieux me connaître sur tous les aspects. De savoir aussi pourquoi il y a des délais qui peuvent être longs. Quand j'étais en label, des fois je pouvais un peu me frustrer quand on me disait faut attendre 5 mois de plus ou c'est normal, t'inquiète pas. Je me frustrais de certaines choses parce que je les vivais pas dans l'intérieur. Ils me disaient, je connaissais pas les budgets, je savais pas pourquoi, à des moments où on avait des budgets pour faire les choses, pourquoi on n'en avait pas. Il y avait des choses qui restaient dans le flou. Tu n'étais pas intégré dans le processus de création réellement. Dans le processus, disons, financier stratégique. Dans ça, je devais faire confiance. La partie artistique, on réfléchissait tous à ça. Donc je pense que c'est important qu'un artiste commence par l'indépendance. Et moi maintenant que j'ai fait à l'envers, mais maintenant que j'ai connu l'indépendance, je pense que je vivrais beaucoup mieux de repartir dans un label. Ah, t'exclus pas l'idée de repartir ensuite? Je suis pas contre. Ouais, non, je suis pas contre. En tout cas, je le vivrais, je pense le vivre mieux. Et je saurais aussi quoi demander pour être rassuré. J'aimerais avoir des regards sur la stratégie, sur là où on met l'argent et comment on l'investit, c'est toutes ces questions-là. Et réfléchir à un projet sur le long terme aussi. C'est-à-dire pas investir trop tôt au début et avoir vraiment quelque chose de régulier. Toutes ces questions-là. Que maintenant, voilà. Parmi tous tes clips, ils sont tous exceptionnels. Moi, j'aime beaucoup Reste dans la voiture, sans la bande-son originale, vraiment le pur live. Comment est-ce que ça t'est venu cette idée de faire ça comme ça? Je suis allé vers ce que j'aimais. Ce que j'aimais retrouver chez les artistes que j'écoute, c'est la version brute, c'est la version live, c'est quand ça joue de la musique, c'est quand on sent les petites erreurs, les imperfections. Et donc tout ce que on se partageait avec les amis musiciens, avec mes copains, c'était ce type de vidéo. Et donc naturellement, je me suis dit j'adorerais faire des versions acoustiques. Donc on essaie d'en faire un maximum. Des fois, on est content d'avoir des vrais clips. Pour Je m'aime, on a fait une fausse session live où on nous voit dans un gros studio. C'était important visuellement de marquer cette identité. Et même ça, c'était bien fait parce que pour le coup, là, on est contrairement avec Thérapie, où on est vraiment dans la pure chanson live. Mais pour le coup, le clip, il éclate, il nous éblouit par ses flashs, par ses lumières qui nous entrechoquent entre guillemets. Mm-hmm. Dans Je m'aime, il y a ce mélange de l'acoustique, ce mélange du son studio qui est archi bien fait, qui est ultra bien lissé et qui nous embarque aussi dans ce questionnement de à quel moment on s'aime, l'ambiguïté des deux. Et franchement, tout est ultra bien fait. Est-ce que tu es heureux de ça aujourd'hui, de tout ce résultat-là? Hyper fier et je suis hyper heureux quand je visionnais les images, la sensation que j'avais de ça c'est moi, j'en suis content, c'est pas trop, c'est pas assez, j'en suis fier quoi. Et avant, dans les clips d'avant, dans les chansons d'avant, j'avais toujours une ambiguïté. J'étais d'un côté fier, mon entourage de l'époque me disait que c'est super, allez, il faut le pousser. Et au fond de moi, j'avais un truc où j'avais des petits blocages, mais que je ne savais pas exprimer. Parce que c'était peut-être pas toi totalement. Voilà, il y avait des petits... Contrairement au cover où là aussi tu avais la main sur ce que tu postais. Oui, j'avais la main, mais pareil... T'étais pas satisfait à 100%? Il y avait toujours une partie où j'étais en construction encore, ouais. Quand je vois tous ces visuels, j'en suis super heureux. On a marqué une nouvelle identité. Et là, maintenant, je me rends compte que j'ai beaucoup plus d'idées sur tous les aspects, en fait, vu que je dois toucher à tout. Et c'est ce qu'on demande à un artiste, en fait, c'est de savoir sur chaque aspect ce qu'il veut représenter.
Donc nécessaire. Au début, je me disais, mais les gars, comment on fait des visuels? Moi, je suis trop content de l'album qu'on a fait, mais ils m'ont dit, t'inquiète, on peut faire ci, ça, ça. Et même le jour du clip, on disait, il y en a qui me disaient, fais pas ce mouvement, ça te représente pas. Et je leur disais, oui, c'est vrai qu'en plus, je me force à faire ce mouvement, je sais pas pourquoi je le faisais. On dit, sois toi-même, fais ci, fais ça, ou laisse-toi aller. On a pris le temps. Là où avant, dans les clips, c'était pas pareil. C'était, on va clipper à tel endroit, t'es prêt? Eh ben vas-y. Et des fois j'étais timide, on les gardait, ou des fois il y avait des mouvements qui n'étaient pas moi, mais on les gardait parce qu'ils ne pouvaient pas savoir et moi je ne pouvais pas savoir. Donc on a fait tout ce travail à l'image, dans le son. Dans le son, on a testé des 5-6 versants par morceau. Et on disait, ah ça c'est trop, ça sonne faux. Ça c'est pas assez, ça sonne trop plat. Et donc on a pu trouver comme ça une couleur visuelle et on a pris le temps. Et ce temps-là m'a fait perdre un petit peu en statistique. On parlait de mes vieux démons, mais forcément on les regarde, ça fait perdre en statistique et ça fait gagner en bonheur artistique. Donc ces confrontations des deux, je pense que tous les artistes essayent de dealer. C'est comme un restaurant qui propose une très très bonne nourriture, mais si le service n'est pas bon, si les gens sont pas heureux d'y travailler, la nourriture a beau être top, on va peut-être pas avoir le même plaisir d'y aller. Et voilà, c'est de comprendre que la musique c'est vraiment un travail d'équipe. Et pour qu'il y ait l'alchimie, pour qu'il y ait le budget, pour qu'il y ait l'ensemble, c'est vraiment pas facile. Donc là on a l'équipe et on verra où ça nous mène. En gros c'est ça que je me dis. Voilà. Et je voulais juste terminer avec cette casquette. Oui. Parce qu'elle est presque partout. Enfin j'ai l'impression de l'avoir partout. C'est vrai. C'est quoi cette histoire avec cette casquette? Alors l'histoire de cette casquette, c'est que l'ami qui m'aide sur toute la direction artistique s'appelle Maxime Vadetz. Il a créé sa marque de vêtements. Et il a fait une capsule de plusieurs vêtements, dont cette casquette. Et lors de mon premier concert, la première fois que j'ai chanté Thérapie, j'avais porté cette casquette, il me l'avait offerte. Et donc c'est le symbole, ouais, c'est le symbole de l'indépendance, puisque lui il a créé sa marque aussi lui-même, il met sur toute la partie de direction artistique, la partie visuelle. Et donc cette casquette, ouais, marque le côté aussi abîmé, le côté brut quoi, des choses. Et le côté aussi, c'est un copain qui l'a fait et on se pousse entre copains, donc génial. Donc si ça perce, il percera aussi avec sa marque de vêtements et voilà. Et on pourra tous être heureux et riches. On mettra le lien de la casquette dans la description du podcast, parce que franchement, elle est très stylée en plus. Merci. Marcel Bernard, le nom de son grand-père. Ok. Voilà. Une histoire de grand-père un peu. Comment? Une histoire de grand-père un peu. Mon pote? Non, parce que toi t'as fait ton son avec ton grand-père. Oui, et lui, oui, une histoire de grand-père, ouais, exactement. Et juste pour vraiment terminer, parce que cette non-chanson, mais qui est aussi toi, parce que c'est le seul titre, si je me trompe pas, où il n'y a pas de chanson, c'est le son Tipio. Le son? Papatio, pardon, excuse-moi. Ouais. Qu'est-ce que tu avais envie de partager dans ça? Parce que j'ai bien compris que du coup c'était un hommage à ton père, ouais, à ce qu'il t'a apporté, ouais, en tant en tant qu'enfant, en tant que fils. Ouais. Mais pourquoi là, dans ce projet-là? Ce projet, j'avais envie de montrer qui j'étais. Donc pour montrer qui on est, il faut passer par des émotions. Et donc il n'y avait pas de réflexion. On essayait pendant les séminaires de création qu'on faisait avec tous les musiciens, on essayait de gratter, de comprendre et d'aller vers... d'essayer de comprendre qui j'étais, musicalement et personnellement. J'ai fait pareil dans les textes. Et j'avais ce texte-là que j'avais pas écrit dans une volonté de chanson, que j'avais écrit pour moi et qui m'avait fait déjà pleurer quand je l'avais écrit. Et ce texte, je l'ai posé en une seule prise sur une improvisation du trompettiste et du pianiste, Kuz et Daoud. Voilà, donc ils ont fait ça, et moi j'ai posé en une prise, et j'ai relu le texte, je l'ai redécouvert en l'enregistrant. Donc ça s'est fait tout ça en 5 minutes. Quoi. Et après, en réécoutant le son, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ça m'a fait un truc assez fou. Et voilà, c'est ce qui a donné l'histoire de ce son, on l'a laissé brut comme ça, avec la prise originale. On entend même au début du son comme un bruit de pluie, en fait c'est la machine à laver la vaisselle qui tourne. Et voilà, c'est de l'émotion brute et ça montre aussi comment j'ai grandi. J'ai grandi avec des parents qui m'ont beaucoup aimé. Il y a des artistes, moi je suis content de savoir qu'ils ont manqué d'un père, d'une mère ou qu'ils ont eu un parcours particulier. Je suis content de savoir ça, ça fait partie de qui ils sont.
Et moi j'ai eu la chance comme je dis dans le son, d'être aimé, d'être porté par de parents qui s'aiment et qui m'aiment. Et du coup, j'étais content de partager cette émotion-là. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Pour de t'être une nouvelle fois livré. Parce que tu t'es déjà beaucoup livré dans ces 42 minutes de son. Et là, tu t'es livré une nouvelle fois dans ce podcast. Donc merci beaucoup. Merci à toi, c'était un super moment. Et merci de prendre le temps, d'écouter les projets, de les propager comme ça. C'est une chance pour nous les artistes. Donc merci.